Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL, où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de la Naudière et d'une partie de l'Outaouais également. Et nous commençons cette semaine avec la ville de Sainte-Adèle qui souhaite rappeler à tous les citoyens que le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les chemins publics, tous les jours, de minuit à 7 heures du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, à l'exception de la période des fêtes qui est du 23 décembre au 6 janvier inclusivement. Le stationnement est cependant permis sur tous les chemins publics durant la relâche scolaire, telle qu'établie par la Commission scolaire des Laurentides, ce qui correspond pour l'année 2025 à la période allant du samedi 1er mars au dimanche 9 mars à minuit. Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les stationnements municipaux tous les jours de 3h30 à 7h du matin, à l'exception du stationnement municipal situé sur la rue Émile-Cochon, près du garage des Pentes 4080, où le stationnement des véhicules routiers de nuit est permis entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année pour une période n'excédant pas 24 heures. Toutefois, il est interdit d'y stationner des véhicules récréatifs. En vertu d'une entente entre la Ville et l'Église de Sainte-Adèle, il est également permis d'utiliser le stationnement de l'Église pendant la nuit durant la saison hivernale. Rappelons que l'objectif poursuivi par la Ville avec cette politique de stationnement est de permettre aux équipes de déneigement de procéder au nettoyage des rues de façon plus rapide et efficace sans devoir contourner les voitures stationnées en bordure de route. Signalons également que les personnes ayant stationné leur véhicule sur la rue ou dans un stationnement municipal pendant les périodes interdites sont passibles d'une amende minimale de 60 $ et maximale de 300 $. La Ville tient à remercier les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration dans l'application de ce règlement qui contribue au bien commun. Ski Chanteclair et la Ville de Sainte-Adèle sont fiers d'offrir encore cette année un programme de glisse aux jeunes Adélois de 5 à 17 ans. Le programme est d'une durée de 8 semaines et débutera le samedi 11 ou le dimanche 12 janvier 2025, selon la journée de votre choix. Les inscriptions se font sur place seulement à Ski Chanteclair, au 432 chemin Mont-Loup-Garou à Sainte-Adèle, jusqu'au 1er décembre, du jeudi au lundi de 9h30 à 15h. Les coûts sont de 355 $ et 35 sous, taxes incluses, et de 264 $ et 50 sous, taxes incluses, pour le deuxième enfant et plus d'une même famille. Vous devrez présenter la carte citoyenne de la Ville de Sainte-Adèle pour chaque enfant inscrit et une preuve d'âge pourrait être exigée. Avec son inscription, chaque élève obtient gratuitement une passe école valide les samedis ou dimanches selon la journée du cours choisi. Cette passe école leur donne accès aux pistes durant les 8 cours toute la journée. L'élève a également accès à tous les autres samedis ou dimanches selon sa passe école, de l'ouverture de la station jusqu'à la fermeture, incluant la période des fêtes et la relâche scolaire. Une journée barbecue aura lieu la dernière semaine des cours et également une évaluation complète. La location d'un équipement complet de ski pour les élèves inscrits sera offerte au prix exclusif de 79 $ et 99 sous pour taxes pour la saison. Les équipements devront être pris le matin du cours et remis en fin de journée. La location d'un équipement pour des journées n'étant pas celle des cours sera à tarif régulier. Un escompte de 10 $ leur est offert à la boutique ainsi que sur la mise au point de leur équipement personnel sur simple présentation de leur passe école et ce, en tout temps durant la saison. Cette offre est normalement octroyée uniquement aux détenteurs de passes de saison régulière. La location d'un casier à ski sera offerte au prix exclusif de 99 $ plus taxes. Chacun des membres de la famille immédiate de l'élève pourra obtenir une passe école du samedi ou dimanche selon le cours de l'élève au coût de 199 $ plus taxes. Cet avantage est relatif à l'année de l'entente, à moins que Ski Chanteclair ait une meilleure offre dans l'année en cours. Celle-ci serait alors ajustée en conséquence. Il y a possibilité d'obtenir une passe de saison régulière valide en tout temps et incluant la passe Skier le Québec à 50 %. Les élèves ainsi que les membres de leur famille immédiate obtiendront 20 % de rabais au tarif en cours au moment de leur achat en tout temps durant la saison en présentant leur carte citoyenne de la Ville de Sainte-Adèle. La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson prévient ses résidents d'être vigilants à une fraude de faux représentants. La Ville a reçu des signalements au sujet de faux représentants qui prétendent offrir des services afin de réduire votre facture d'électricité au nom de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
La Ville n'a aucun représentant de quelque nature que ce soit. Ne donnez aucune information à ces gens, que ce soit au téléphone ou en personne. La Ville souhaite donc rappeler l'importance d'être vigilant. Les fraudeurs utilisent diverses astuces pour vous soutirer des informations personnelles ou des sommes monétaires. Dans le doute, avisez la Sûreté du Québec au 4141. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que du compost de résidus organiques de classification type B en vrac est actuellement disponible gratuitement au garage municipal au 131 rue Godard. En prévision de l'hiver, l'ajout de compost au sol offre plusieurs avantages pour enrichir le sol en vue du printemps prochain. Les citoyens peuvent dès maintenant obtenir gratuitement en libre service du compost provenant de la collecte des bacs bruns pour les matières organiques entre 8h et 16h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à midi le vendredi. Vous devez apporter vos pelles et vos contenants. Rappelons que le compost disponible peut être utilisé pour les plates-bandes et les travaux résidentiels d'horticulture. Notez que ce compost peut contenir des corps étrangers tranchants. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser dans les pâturages et dans les parcs récréatifs, ni pour des fins de jardinage résidentiel. La Ville de Mont-Laurier lance un appel au respect et au civisme à la suite d'une recrudescence des actes de vandalisme sur son territoire. Les actes récents incluent des bris de lampadaires, des blocs sanitaires, des bâtiments endommagés, des graffitis, du mobilier urbain détruit, des fleurs arrachées et des aires de jeu vandalisées. Ces actes de vandalisme entraînent des coûts considérables et perturbent les activités des citoyens. Au cours des dernières semaines, de nouveaux actes de vandalisme se produisent quotidiennement. La Ville évalue à plus de 26 000 $ les coûts pour remplacer le matériel brisé, l'embauche d'entrepreneurs et le temps des employés dédiés à la réparation de ces infrastructures. Le maire de la Ville de Mont-Laurier, Daniel Bourdon, mentionne qu'il est déplorable pour la population de constater les actes de vandalisme sur les infrastructures de la Ville et que les équipes mettent leur énergie pour donner accès à des installations de qualité aux citoyens. Il ajoute que des actes de vandalisme comme ceux qui se sont produits dans les dernières semaines représentent des coûts importants pour l'ensemble de la population et que les ressources financières et humaines déployées pour effectuer toutes ces réparations pourraient tellement être mieux investies ailleurs comme dans l'ajout de services ou dans l'amélioration du milieu de vie. La Ville de Mont-Laurier travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec afin de lutter contre le vandalisme qui demeure un acte criminel. Des sites nécessitant une surveillance ont été identifiés de concert avec la Sûreté du Québec. Chaque incident répertorié est signalé aux autorités compétentes. L'installation de caméras dans les parcs a également été renforcée afin de limiter les actes de vandalisme sur le territoire. La Ville de Mont-Laurier appelle les citoyens à la vigilance et les invite à signaler tout geste de vandalisme en contactant la Sûreté du Québec au 819-623-2211. Si un bris sur la voie publique est constaté, il est possible de communiquer avec les équipes de la Ville au 819-623-1221 au poste 140. Lors de la dernière séance, les membres du conseil municipal ont procédé à l'adoption de la politique d'habitation de la Ville de Mont-Laurier. En réponse à la crise du logement, la rédaction de cette politique permet de définir la vision du développement de l'habitation sur le territoire au cours des prochaines années. Une démarche de consultation citoyenne regroupant plus de 400 personnes a permis d'alimenter la réflexion du conseil municipal pour l'adoption de cette politique. Le document prend en compte divers facteurs tels que la croissance des coûts reliés à l'habitation, l'évolution du portrait démographique, le plan d'urbanisme de la ville, les programmes d'aide financière et l'accessibilité au logement. Elle propose une approche locale afin de répondre aux enjeux réels du territoire. La politique vise à définir un plan d'action en partenariat avec les acteurs du milieu. Le maire, Daniel Bourdon, mentionne que le conseil municipal est très fier d'adopter cette politique d'habitation qui permet de déterminer les grandes orientations quant au développement du territoire de la ville et de répondre aux besoins évolutifs de la population. Il ajoute que la démarche de consultation a par ailleurs permis de mobiliser divers acteurs, autant du milieu communautaire que des affaires, afin de favoriser les échanges et de mieux déceler les réalités de chacun. L'objectif est de créer des environnements de vie diversifiés et qui répondent aux besoins des citoyens en matière d'habitation. Pour consulter la politique d'habitation de la Ville de Mont-Laurier, visitez le ville-montlaurier.qc.ca dans l'onglet « Services aux citoyens, habitation ».
La ville de Mont-Laurier, en collaboration avec le cinéma Laurier, est fière d'annoncer le retour de la programmation du ciné-répertoire les dimanches à 15h30 et les mardis à 19h au cinéma Laurier. Le ciné-répertoire sera présenté jusqu'au 26 novembre prochain. Pour consulter la programmation complète ou pour plus de détails, visitez l'onglet des activités culturelles au villemontlaurier.qc.ca. Les billets seront en vente à la billetterie du cinéma Laurier au coût de 9,50 $. Vous êtes un restaurateur passionné à la recherche d'un site d'exception pour réaliser votre projet de restauration. Eh bien, la municipalité de Valmorin est en quête d'une proposition de restauration unique pour la gare de Valmorin, située au 1770 chemin de la gare en bordure du célèbre parc linéaire du Petit Train du Nord. Imaginez un espace fréquenté par plus de 280 000 visiteurs annuellement, dont les cyclistes, skieurs, randonneurs et amateurs de plein air qui se donnent rendez-vous annuellement dans un cadre enchanteur et à quelques pas de la magnifique plage du lac Raymond. Vous avez jusqu'au 25 novembre pour déposer votre dossier de candidature et profiter de cette opportunité de proposer une offre de restauration distinctive à une clientèle en quête de saveurs locales et d'expériences mémorables. Pour plus d'informations, visitez le site web de la ville de Valmorin. La municipalité de Valmorin est fière d'annoncer que Geneviève Élie, responsable de la bibliothèque municipale, a remporté le prestigieux prix ambassadeur le mois dernier lors des prix des bibliothèques publiques du Québec organisés dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Cette distinction souligne l'implication exceptionnelle et le travail soutenu de Geneviève Élie, qui a su transformer la bibliothèque de Valmorin en un lieu rassembleur et dynamique. Depuis son arrivée en 2011, Geneviève Élie a œuvré pour faire de la bibliothèque un véritable milieu de vie, un espace où toutes les générations de citoyens peuvent se rencontrer, échanger et tisser des liens. Sa passion et son dévouement pour animer cet espace en font un véritable cœur villageois qui renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. Reconnue pour son accueil chaleureux et son engagement, elle a fait de la bibliothèque un second chez-soi pour de nombreux résidents de Valmorin. Le jury des prix des bibliothèques publiques du Québec a choisi Geneviève Élie parmi de nombreux finalistes pour son engagement remarquable envers le développement culturel et communautaire de Valmorin. Au nom de tous les citoyens, la municipalité tient à féliciter Mme Élie et à la remercier chaleureusement pour sa contribution exceptionnelle. Les 30 novembre et 1er décembre 2024, Val-David vous invite à la 14e édition du Salon des artisans, un événement très attendu dans les Laurentides pour débuter la période des fêtes. Ce salon qui se tiendra de 10h à 17h à la salle Athanase David et au pavillon Maurice Monti met en lumière le talent et le savoir-faire d'une trentaine d'artisans québécois. C'est l'occasion parfaite de découvrir des produits originaux et de grande qualité conçus par des artisans locaux. L'événement regroupe des créateurs de disciplines variées offrant une sélection de bijoux et accessoires, papeterie et livres, textiles, cuir et fourrure, produits gourmands, produits corporels et ménagers, objets décoratifs et utilitaires ainsi que les créations végétales. Cet événement est aussi un moment privilégié pour encourager l'achat local, équitable et sans livraison, tout en échangeant directement avec les artisans et découvrant leur processus de création. De 13h à 14h30 chaque jour, les visiteurs pourront profiter de prestations musicales. Le samedi 30 novembre, Éric Bégin. Le dimanche 1er décembre, Derek Olive. Visitez le Salon des artisans de Val-David pour acheter local et équitable, soutenir les créateurs d'ici et contribuer à une économie plus durable. Vous aurez l'opportunité de discuter avec les artisans et de découvrir l'histoire derrière chaque produit. Que ce soit pour offrir des cadeaux uniques ou pour soi-même, chaque visiteur trouvera de quoi satisfaire ses goûts. La municipalité remercie ses partenaires et commanditaires Étienne Savard de Remax et Marielle Gaudreau, députée de Laurentide-Labelle, pour leur soutien à cet événement rassembleur. Ne manquez pas cet événement phare de la région pour débuter la période des fêtes. Les préparatifs sont en cours pour l'édition 2024 du Salon des artisans à Val-David et la municipalité a besoin de votre aide. Allez vivre cette expérience enrichissante en donnant de votre temps pour soutenir cet événement unique. La municipalité a besoin de bénévoles pour les plages horaires suivantes. Le vendredi 29 novembre pour le montage des tables et kiosques avec les artisans de 15h30 à 20h et le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre pour l'accueil au pavillon Maurice Monti.
Les personnes intéressées sont priées de contacter Émilie Bouchard au service des loisirs à culture@valdavide.com. À Val-David, le mois dernier, les toilettes de la Petite Gare ont fait l'objet d'actes de vandalisme. Ce triste incident s'ajoute aux graffitis et aux destructions d'œuvres d'art et de mobilier urbain qui persistent. La municipalité prend cette situation très au sérieux et a déjà entrepris plusieurs démarches pour contrer ces actes répétés. Le vandalisme engendre des coûts importants et mobilise inutilement les ressources municipales. Il serait regrettable de devoir fermer certaines installations. En collaboration avec la Sûreté du Québec, la municipalité intensifie ses actions pour contrer ce fléau. Voici les mesures qui ont été mises en place. À la Petite Gare, il y a eu installation de caméras de surveillance, modification des heures d'ouverture de 7h à 19h et installation de portes à verrouillage automatique. Au parc Dion, il y a eu augmentation de l'éclairage extérieur avec ajout de détecteurs de mouvement et installation de caméras de surveillance. Il y a également eu adoption du règlement 768 interdisant la présence dans les parcs et plateaux sportifs de la municipalité entre 22h et 7h, sauf pour des événements spéciaux autorisés. Si vous êtes témoin d'activités suspectes ou de vandalisme, n'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 819-326-3131. Revenez-nous après la pause. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle a lancé son appel de candidature pour réaliser les nouveaux mandats des 8 sièges en élection. Cette année, les sièges en élection sont ceux des municipalités de Fermeneuve, Lamacasa, Lac-Saguet, Lac-Saint-Paul, Lac-du-Cerf, l'Ascension, Notre-Dame-du-Lot, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Jusqu'au 29 novembre prochain, les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire d'inscription au mrcal.ca/participation, citoyenne, comité, jeunesse, ad@vision. Les candidats seront ensuite invités à passer une courte entrevue avec le comité de travail pour les adhésions. Pour être admissible, il faut être âgé de 15 à 35 ans et habiter sur le territoire de la MRC. Si vous êtes intéressé par différents enjeux, que ce soit l'environnement, la santé mentale, le développement de la région, les milieux de vie, pour ne nommer que ceux-là, et que vous êtes issu de toute horizon, c'est une occasion pour vous. Rappelons que le comité jeunesse de la MRC est formé de 17 jeunes âgés de 15 à 35 ans, issus de l'ensemble des villes et municipalités du territoire et a pour mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités, en plus de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Ainsi, le comité encourage l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur le territoire. Ce projet est rendu possible grâce aux sommes allouées par les élus de la MRC d'Antoine Labelle. Pour suivre les actualités du comité jeunesse à Vision, suivez sa page Facebook et son compte Instagram. Pour sa 13e édition, Première scène, Mont-Tremblant revient en force avec une programmation éclatée mettant à l'honneur des artistes de renom issus de la scène musicale et humoristique. Préparez-vous à vivre des moments forts en rire et en émotion avec certains spectacles en formule debout dans l'ambiance chaleureuse et intime de la salle de l'église du village. Au programme, le 25 janvier 2025 à 20h, Marie-Pierre Arthur présente son 5e album avec un spectacle alliant de nouvelles compositions et des improvisations musicales. Chaque titre oscille entre voix enveloppante et intensité rock, offrant une expérience sonore riche et nuancée. Le 21 février 2025 à 20h, David Goudreau revient sur scène avec En marge du texte, un spectacle où humour, poésie et jazz s'entrelacent avec finesse. Révélant les secrets de son processus créatif, l'écrivain confronte les grands textes de la francophonie aux aléas du quotidien. Le 15 février 2025 à 20h, accompagné du duo Fortin-Poirier, Pierre Lapointe présente son nouvel album 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé dans un spectacle épuré et élégant. Avec des arrangements soignés et un piano à 4 mains, il mêle humour, corrosif et mélancolie pour revisiter ses influences francophones avec finesse.
Le 1er mars 2025 à 13h et à 19h, la 29e édition québécoise de la tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff est de retour en salle avec des courts et moyens métrages réalisés par des aventuriers et aventurières téméraires au cœur de territoires sauvages. Des exploits en vélo, ski, escalade et plus encore pour une soirée d'images spectaculaires. 2 représentations de 3 heures seront disponibles, soit à 13 h ou à 19 h en version originale avec sous-titres ou en français. Le 15 mars 2025 à 20 h, Sarah Dufour, véritable boule d'énergie, vous emmène dans un road trip musical avec son folk and roll authentique. Ces histoires spontanées, bien ancrées dans ses racines, promettent une aventure empreinte d'humour et de liberté. Le 29 mars 2025 à 20 h, après avoir fait rire des milliers de spectateurs à travers la francophonie, Anthony Kavanagh revient chez lui, au Québec, avec son tout nouveau spectacle Happy. En s'inspirant des points communs des personnes heureuses, il les illustre de manière caricaturale avec sa folie, son style inimitable et sa touche bien épicée. Le 5 avril 2025 à 20 h, Alpha Rococo présente un tout nouveau spectacle inspiré de leur album Fais-moi rêver. Accompagné de leurs musiciens, le duo émérite plonge dans leur univers festif, dansant tout en explorant le côté rêveur, céleste et profond de leur œuvre. Le 26 septembre 2025 à 20 h, Haute-Rive, le duo composé de Mara Tremblay et Catherine Durand, offre un spectacle intimiste où les sonorités folk country prennent vie. Un moment de douceur et de complicité à ne pas manquer. Ce spectacle est offert gratuitement dans le cadre des Journées de la culture à Mont-Tremblant. L'ouverture de la billetterie en août 2025. Le 4 octobre 2025 à 20 h, Martha Wainwright revient avec son 5e album Love Will Be Reborn, un projet introspectif inspiré de sa quête d'optimisme après des années difficiles. Mélangeant mélancolie et renouveau, elle aborde des thèmes comme l'amour, le divorce et la résilience. Ce nouvel opus réalisé par Pierre Marchand reflète un passage de l'ombre vers la lumière. Le 18 octobre 2025 à 20 h, dans la foulée de son Québec World Tour 2023-2024, Jay Scott fait escale à Mont-Tremblant avec son nouvel album « Toutes les rues sont silencieuses ». Équipé de sa guitare, de son ukulélé et de ses séquences, il vous transportera dans son univers mélancolique aux rimes et aux mélodies accrocheuses. Préparez-vous à vivre une soirée authentique dans un décor intime et chaleureux avec une mise en scène imprévisible, frôlant la folie. Le 24 octobre 2025 à 20 h, Clopelgag, entouré de 5 musiciens, vous propose Abra Cadabra, un spectacle singulier qui vous fera voyager dans un univers musical puissant, capable d'éveiller les émotions les plus profondes. Le 8 novembre 2025 à 20 h, À la Claire Ensemble offrira une prestation inoubliable. À la Claire Ensemble est un groupe bas-canadien qui fusionne audace et créativité dans le rap québécois. Récompensé à de multiples reprises, notamment au GAMIC et à La Disque, le groupe enchaîne les succès avec des albums percutants et des vidéoclips mémorables. Leur dernier opus, Les Paternels, met en valeur une fois de plus la singularité de leur style, combinant humour, texte incisif et énergie débordante. Le 15 novembre 2025, sacrée révélation de l'année à La Disque 2022, Ariane Roy vous propose un spectacle indie pop rock aussi électrisant que touchant. Ces mélodies vibrantes et envoûtantes servent de toile de fond à une exploration délicate de thèmes tels que la féminité et l'acceptation de soi, offrant au public une expérience musicale à la fois introspective et puissante. Le 13 décembre 2025, les Deux Pierrots vous convient à une soirée festive avec la Grande Veillée du Deux Pierrots, un spectacle qui célèbre les plus grandes chansons québécoises et francophones de Paul Piché au Cowboy fringant. Avec 7 musiciens sur scène, dont le groupe Raffi, cette soirée recrée l'ambiance légendaire de la célèbre boîte à chansons de Montréal pour un moment empreint de nostalgie et de pur plaisir. Les billets sont en vente dès maintenant, à l'exception du spectacle de Haute-Rive dont la billetterie ouvrira le 1er août. En ligne à villedemonttremblant.qc.ca/première scène. Vous pouvez également acheter les billets au téléphone avec une carte de crédit au 819-425-8614.
La Ville de Mont-Tremblant est heureuse d'annoncer que les travaux au Parc du Voyageur qui visaient à remplacer les modules de jeu sont maintenant terminés. Ce projet d'une valeur totale de 184 218 $ a été rendu possible grâce à une subvention octroyée par Hydro-Québec. En effet, dans le cadre de son programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec verse une somme de 84 667 $ à la Ville de Mont-Tremblant à la suite de la construction de la ligne du Grand Brûlé Dérivation Saint-Sauveur. Les nouveaux modules de jeu visent à bonifier l'expérience des enfants en mettant l'accent sur la modernisation des équipements et la conformité aux normes actuelles en matière de sécurité et de dégagement. Les travaux mettent également l'accent sur l'augmentation de la tranche d'âge ciblée de 18 mois à 12 ans et sur l'introduction de nouveaux jeux tels que des jeux en hauteur et des jeux de mouvement. Les travaux mettent aussi l'accent sur la thématique inspirée des caractéristiques locales, notamment le Petit Train du Nord, les montagnes et la nature environnante. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le service des infrastructures de la Ville de Mont-Tremblant en composant le 819-425-8614. Le conseil d'agglomération de Mont-Tremblant a annoncé lors de la dernière séance sa décision de ne pas renouveler les ententes intermunicipales actuelles avec les municipalités de Mont-Blanc, de Lac-Supérieur, d'Amherst, la Minerve, du canton d'Arundel, du Berdeau, de Montcalm et la ville de Barkmere relatives à la fourniture de services de sécurité incendie qui prendra fin le 31 décembre 2026. Ces ententes, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, avaient été conclues afin de coordonner les efforts de sécurité incendie dans la région. Depuis la signature de ces ententes intermunicipales il y a 3 ans, la Ville de Mont-Tremblant a engagé des réflexions qui lui ont permis de relever et d'anticiper d'importants défis pour le futur, tant sur le plan municipal que pour le service des incendies de la Ville de Mont-Tremblant. À l'approche de l'échéance de ces ententes, elle a pris la décision de réévaluer les modalités actuelles et de ne pas prolonger les ententes afin de concentrer ses efforts sur ses propres opérations à l'intérieur d'un territoire plus limité. À noter que Mont-Tremblant croit être en mesure de conserver les ententes avec les municipalités de la Conception, Brébeuf et Lac-Tremblant-Nord. La Ville de Mont-Tremblant souhaite rassurer la population que la sécurité publique demeure importante. Les municipalités concernées ont reçu un avis officiel de cette décision pour leur permettre d'étudier des alternatives dans un délai raisonnable visant à limiter les répercussions possibles. Pour l'instant, les ententes seront respectées et ce jusqu'à leur terme. La Ville tient à souligner sa volonté de maintenir la collaboration régionale dans la gestion des services de sécurité incendie pendant la période de transition qui suivra. Le très attendu marché des fêtes de Mont-Tremblant sera de retour les 22, 23 et 24 novembre prochains à l'Hôtel de Ville. Cette année, près de 60 kiosques seront présents pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et festive. Cet événement est l'occasion de découvrir une grande sélection de produits gastronomiques allant des délices sucrées et salées aux créations artisanales originales. Chaque kiosque réserve des trésors uniques, qu'il s'agisse de mets savoureux ou d'objets d'art soigneusement confectionnés, parfaits pour ajouter une touche personnalisée aux cadeaux des fêtes. La clientèle est invitée à apporter ses sacs réutilisables pour transporter ses trouvailles. La liste complète des kiosques est disponible à villemont-tremblant.qc.ca/fête. Des places de stationnement sont disponibles derrière l'Hôtel de Ville et sur les rues avoisinantes. Pour tout renseignement, contactez le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire par courriel à culture et loisirs@villemont-tremblant.qc.ca. Le 24 novembre prochain, le Père Noël, la Fée des Étoiles et les lutins descendront tout droit du pôle Nord pour rencontrer les enfants de Mont-Tremblant dans le cadre de l'événement Noël magique. Les familles sont conviées dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de 11h à 14h pour de l'animation féerique et une remise de cadeaux dans un décor enchanteur. Rappel important, pour recevoir un livre en cadeau des mains du Père Noël, les jeunes tremblantois de 8 ans et moins devront préalablement s'inscrire en ligne jusqu'au 21 novembre 2024. Il y aura animation et ateliers thématiques avec personnages hauts en couleur, rencontres avec le Père Noël, kiosques de photos, remise de cadeaux. Toutes les activités se tiendront à l'extérieur, dans le stationnement derrière l'Hôtel de Ville. Habillez-vous chaudement car des files d'attente sont à prévoir. La distribution est réservée aux enfants de 8 ans et moins titulaires d'une carte Accès Mont-Tremblant valide. L'inscription est obligatoire via la plateforme Sport Plus jusqu'au 21 novembre à 23h59. L'inscription doit être effectuée au nom de l'enfant. Pour en savoir plus, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs @villemont-tremblant.qc.ca
ou appelez au 311. La Ville de Mont-Tremblant convie la communauté du réseau Sentier Mont-Tremblant à la séance d'information semi-annuelle qui aura lieu le mercredi 27 novembre à 19h à l'Hôtel de Ville. L'événement sera également web diffusé en direct. Cette rencontre a pour objectif de présenter le bilan de la saison estivale et de discuter des actions prévues pour la saison hivernale 2024-2025. Revenez-nous après la pause. La Ville de Mont-Tremblant souhaite informer sa population que le règlement sur la division du territoire en 8 districts électoraux est officiellement en vigueur. Adopté lors de la séance du conseil municipal de mai dernier, ce règlement pourrait entraîner des changements quant au district auquel un secteur appartient et au conseil municipal ou à la conseillère municipale responsable de sa représentation. L'augmentation de la population dans certains secteurs de Mont-Tremblant a nécessité une révision du découpage électoral. Les travaux de révision ont été amorcés au printemps 2024 afin d'établir une nouvelle carte électorale en vue des élections municipales du 2 novembre 2025. Le territoire est désormais divisé comme suit. District numéro 1, Station Mont-Tremblant, Lac-Ouimet. District numéro 2, Lac-Mercier. District numéro 3, Lac-Dufour, Lac-Fortier. District numéro 4, Mont-du-Dême. District numéro 5, Mont-Tremblant, Centre-Nord. District numéro 6, Mont-Tremblant, Centre-Sud. District numéro 7, Ruisseau-Noir, 6e rang. Et district numéro 8, Lac-Masquinongé. La nouvelle carte des districts électoraux peut être consultée en ligne dans l'annexe A du règlement à villedemontremblant.qc.ca/règlement. Une carte interactive sera également disponible prochainement sur le site web de la ville à villedemontremblant.qc.ca/district. Cet outil facilitera la visualisation des nouveaux découpages territoriaux et permettra d'identifier les changements de représentation municipale en fonction d'une adresse civique. Pour tout renseignement, communiquez avec le service du greffe et des affaires juridiques par courriel à greffe@villedemontremblant.qc.ca ou appelez au 311. En réponse aux récentes préoccupations concernant la pénurie de cours de natation pour enfants dans plusieurs municipalités du Québec, la Ville de Mont-Tremblant tient à souligner les efforts significatifs déployés pour bonifier son offre de services aquatiques. Ces derniers mois, elle a mis en place plusieurs initiatives afin de répondre à la demande croissante tout en insistant sur la sécurité aquatique dans une région qualifiée par l'abondance des lacs et des rivières. Convaincue que l'apprentissage précoce de la natation chez les jeunes est un des facteurs de réduction des noyades, la Ville a plus que doublé le nombre de cours, offrant cet automne 57 cours de natation contre 26 au printemps dernier, dont 20 sont spécifiquement réservés aux jeunes. 10 nouveaux moniteurs et monitrices ont été formés, en plus d'augmenter le nombre de plages horaires des cours privés à 60, spécialement conçus pour les enfants rencontrant des difficultés avec certaines techniques ou qui présentent des besoins particuliers, y compris les enfants neurodivergents. Depuis l'hiver 2023, la Ville offre gratuitement des cours de natation aux Tremblantois et Tremblantoises de 0 à 6 ans. En complétant des cours réguliers, elle a également adhéré au programme de la Société de sauvetage Nager pour survivre, permettant aux enfants comme aux adultes d'acquérir des compétences de base en natation. La Ville prévoit également développer des partenariats avec les écoles locales dans les années à venir. La Ville tient à sensibiliser les familles à l'importance d'honorer leur inscription. En effet, les absences non justifiées limitent l'accès aux cours pour d'autres enfants inscrits sur la liste d'attente qui souhaiteraient en bénéficier. Ces actions s'inscrivent dans le nouveau plan stratégique de Mont-Tremblant qui vise à bonifier son offre de services sportifs, culturels, de loisirs et communautaires afin qu'elle réponde aux besoins de la population de manière équitable et inclusive. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. En ce mois de sensibilisation au radon, la Direction de santé publique du CI3S de Laurentides souhaite vous rappeler qu'une exposition à des niveaux élevés de radon dans vos habitations peut représenter un risque pour votre santé. Le radon est un gaz radioactif cancérigène d'origine naturelle qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre. À l'extérieur, il ne représente aucun danger car il se dilue rapidement dans l'air ambiant. Lorsqu'il s'infiltre dans les maisons, surtout par les fondations, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations qui peuvent entraîner un risque pour la santé.
Certaines personnes ont créé un bureau au sous-sol, tandis que d'autres y ont aménagé une chambre d'enfant. Comme le radon est invisible, inodore et impossible à détecter par les sens, il est donc essentiel de vous assurer que la concentration de radon dans votre maison ne dépasse pas le seuil recommandé. L'exposition à un taux élevé de radon dans l'air intérieur accroît le risque de cancer du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et la première cause chez les non-fumeurs. Au Québec, de 10 à 16 % des décès par cancer du poumon sont associés au radon. Il s'agit de plus de 1000 décès par année. La façon la plus simple de connaître la concentration dans votre habitation est de faire un test à l'aide d'un appareil de mesure appelé dosimètre. Vous pouvez le faire vous-même ou encore faire appel à un professionnel en mesure de radon. Si le résultat du test montre une concentration élevée de radon dans votre maison, il est possible d'effectuer des travaux correctifs. Pour plus d'informations sur le radon, comment se procurer un dosimètre recommandé et rendre votre résidence sécuritaire, vous pouvez consulter le site web du CI3S des Laurentides. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est fier d'annoncer l'accueil de 24 nouveaux résidents à la Maison des aînés de Saint-Canute à Mirabel. Ce sont donc 48 places d'hébergement qui sont désormais occupées sur les 72 places disponibles. La dernière phase d'accueil est prévue au début de l'année 2025. Construite dans l'optique de recréer l'environnement d'un domicile, l'aménagement de la Maison des aînés propose à ses résidents et leurs proches un milieu de vie à dimension humaine. On y retrouve des espaces intérieurs et extérieurs adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs familles. La Maison des aînés est constituée de 6 maisonnées dont les noms rappellent l'histoire de Mirabel. Rivière-du-Nord, Chemin-du-Puy, Sainte-Monique, Côte-Saint-Jean, Côte-des-Saints et Sainte-Scolastique. Chaque maison accueille 12 résidents. Toutes les chambres sont individuelles et sont munies d'une toilette et d'une douche adaptées. Depuis la dernière année, les Laurentides ont inauguré 4 maisons des aînés et une maison des aînés et alternative. Ces nouvelles installations s'ajoutent aux centres d'hébergement et de soins de longue durée déjà existants sur le territoire et permettent de rehausser le nombre de places d'hébergement pour mieux répondre aux besoins grandissants de la population. L'attribution des places d'hébergement se fait à partir du mécanisme d'accès à l'hébergement qui assure l'accessibilité et la gestion de l'ensemble des demandes et des places d'hébergement des Laurentides. Pour obtenir de plus amples informations sur les milieux d'hébergement, visitez le site Internet du CI3S des Laurentides dans la section Hébergement. Les parties impliquées au dossier judiciaire concernant l'urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et la ville de Rivière-Rouge se réjouissent de l'entente survenue à l'issue de la conférence de règlement à l'amiable. Le mois dernier, au Palais de justice de Saint-Jérôme, cette conférence de règlement à l'amiable met ainsi un terme aux procédures judiciaires qui avaient cours depuis près d'1 an. En effet, grâce à une collaboration significative, l'urgence 24 heures poursuivra ses activités tout en s'assurant que des soins et services sécuritaires et de qualité y soient dispensés. Les parties sont également heureuses que le dossier judiciaire qui s'annonçait long et qui impliquait de nombreux témoins et intervenants ait pu se régler en moins d'1 an, tout en maintenant l'urgence ouverte 24 heures. Le CI3S des Laurentides tient à réitérer sa reconnaissance envers les employés qui travaillent à maintenir les services aux usagers, particulièrement à l'urgence de Rivière-Rouge, mais plus largement dans l'ensemble de ces installations. La Ville de Rivière-Rouge souligne pour sa part l'engagement des professionnels de la santé qui œuvrent à l'urgence, ainsi que l'implication des bénévoles. Les parties impliquées réaffirment leur intention de poursuivre leur collaboration afin de déployer les efforts favorisant le maintien de l'urgence 24 heures. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est fier d'annoncer que Mme Rola Elou a été désignée à titre de présidente du comité d'administration. Cette nomination émane du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. Mme Elou est membre du conseil d'administration du CI3S des Laurentides depuis sa création en 2015. Gestionnaire de carrière, elle est détentrice d'une maîtrise en éducation ainsi qu'en administration publique. Par le passé, elle a occupé le poste de directrice générale au Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes et de directrice générale du Centre de ressources familiales Four Corners. Depuis maintenant près de 5 ans, elle agit à la tête de sa firme conseil Solutions. Elle possède également plusieurs années d'expérience en tant que membre de divers conseils d'administration dans le secteur de la santé et des services sociaux. Mme Elou succède à M. André Poirier, qui occupait la présidence du conseil d'administration depuis 2015 et qui a récemment terminé son mandat.
La présidente directrice générale, Julie Delaney, tient d'ailleurs à le remercier pour toutes ces années d'implication. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'annoncer son soutien à Soupe et compagnie des Pays d'en haut par la signature d'une entente qui précise la rénovation complète du bâtiment municipal situé au 30 avenue Filion et l'occupation de celui-ci par l'organisme afin d'y poursuivre ses activités de soutien alimentaire et de développement durable et social. Dévoilée lors d'une conférence de presse en présence du milieu communautaire, cette entente s'inscrit dans la volonté de la Ville de consolider son soutien aux organismes communautaires essentiels à la qualité de vie des Sauverois et Sauveroises et de contribuer à une communauté inclusive aux pratiques durables. Suivant le terme de son bail actuel et selon cette entente, Soupe et compagnie établira ses activités dans de nouveaux locaux à la fin de l'année 2025. Des espaces de bureaux dédiés à l'administration de l'organisation leur seront loués, une cuisine sera aménagée à leurs frais et des espaces communs et accessibles pour les activités communautaires et de loisirs municipales seront partagés au gré des collaborations établies par la Ville. La Ville assumera la coordination de la rénovation et la mise aux normes du bâtiment, ainsi que l'acquisition et l'installation du mobilier et des équipements dédiés aux espaces communs. Pour sa part, Soupe et compagnie sera responsable de l'acquisition et de l'installation des équipements spécifiques aux activités de préparation alimentaire, ainsi que de ceux se trouvant dans les espaces privatifs. Soucieuse d'offrir un soutien continu à cet organisme phare, la Ville ne s'en tient pas là. Elle assumera une portion importante du loyer, laissant ainsi un coût modique à Soupe et compagnie. Pour plus d'informations sur cette entente, vous pouvez communiquer avec le service des communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Saint-Sauveur. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer la nomination de M. Lucas Plouffe au poste de directeur du service de sécurité publique et incendie. Cette décision fut entérinée lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 21 octobre dernier. M. Plouffe a débuté au service de sécurité publique et incendie en 2013, occupant d'abord la fonction de pompier et officier à temps partiel, puis à temps plein un an plus tard. Il a ensuite agi comme inspecteur en prévention résidentielle avant d'accéder au poste de capitaine responsable de la formation en 2020. Ce rôle lui a permis pendant plus de 3 ans de développer son leadership et de se familiariser avec les tâches de gestion relevant d'un poste de direction, telles que la gestion du personnel. C'est aussi pendant cette période qu'il a élaboré et rédigé le premier plan des mesures d'urgence de la Ville, tout en collaborant à l'implantation du service de premier répondant médical. À la fin de l'année 2023, la rigueur, le professionnalisme et l'expérience de M. Plouffe lui ont permis d'accéder au poste de directeur adjoint. Depuis janvier 2024, M. Plouffe assumait également avec succès l'intérim du poste de directeur du service. Il est reconnu par ses collègues pour l'excellence de son travail, son pragmatisme et son humilité. Sous sa direction, le service des incendies continuera à exceller et à assurer la sécurité de tous les citoyens. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'inviter ses citoyens et ses visiteurs à visiter sa toute nouvelle exposition de photographie extérieure. L'exposition Saint-Sauveur Ville culturelle est en place jusqu'au 25 novembre au parc Georges Filion. L'exposition réunit les œuvres de photographes amateurs et professionnels de la communauté sauveroise. Moment unique, tradition vivante et saine de la vie quotidienne, les photographies offrent une perspective authentique de la culture locale. Du 10 juin au 11 août dernier, les Sauverois amateurs de photographie étaient invités à capter sur pellicule leur représentation de la culture sauveroise dans le cadre d'un concours de photos. Grâce à la participation du Club Photo des Pays d'en haut, les œuvres des photographies amateurs sélectionnées côtoient aujourd'hui celles de photographes professionnels du territoire sur une structure à 4 faces, visible de jour comme de nuit. En effet, le mobilier muséal urbain choisi s'illumine en soirée, ce qui permet d'admirer les photos à tout moment, tout en bonifiant le sentiment de sécurité des piétons durant la nuit. Fruit d'une collaboration avec le Club Photo des Pays d'en haut et d'une participation citoyenne, ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Saint-Sauveur dans le cadre de l'entente de développement culturel de 2024. Pour plus d'informations sur l'exposition Saint-Sauveur Ville culturelle, communiquez avec le service des communications et des relations citoyennes de la Ville de Saint-Sauveur. Revenez-nous après la pause. La Ville de Prévost est fière d'annoncer la mise en œuvre d'une nouvelle politique d'habitation innovante, un engagement d'action envers tous les citoyens et toutes les familles prévôtoises. Prévost est un lieu où la nature et le sens de la communauté sont en parfaite symbiose. L'objectif de la Ville est de préserver et de renforcer cette harmonie car elle croit que l'habitation est bien plus qu'un simple toit.
C'est le fondement sur lequel repose la qualité de vie des citoyens. La Ville invite les résidents à découvrir la nouvelle politique d'habitation à travers 5 thématiques qui ont guidé son élaboration, soit l'abordabilité et l'accessibilité au logement, la densité, la création de milieux de vie complets selon les principes d'éco-conception, la mobilité et l'innovation. Avec le potentiel de développement et l'augmentation de la population ces dernières années qui devrait se poursuivre d'ici 2035, les enjeux en matière de logement et de développement durable sont réels. Afin d'offrir des logements abordables et hors marché spéculatif, aujourd'hui et pour l'avenir, offrir des logements abordables et hors marché spéculatif aujourd'hui et pour l'avenir a été au cœur des priorités de la Ville. La nouvelle politique d'habitation accorde une place importante aux aînés et aux générations futures. La politique d'habitation prévôtoise se veut un outil innovant, mettant de l'avant le logement dans une optique où la Ville souhaite orienter la croissance résidentielle sur son territoire, tout en guidant les nouveaux développements selon les principes d'éco-conception. Ceux-ci tiennent compte du développement économique, de la protection de l'environnement et du développement social. Cette politique vise à rendre le logement accessible à tous les prévôtois, peu importe leur âge, leur statut social ou leur situation financière, en accordant une attention particulière aux ménages pour qui l'abordabilité est un obstacle. La Ville de Prévost innove et annonce avec fierté le déploiement d'un nouveau service de contenants réutilisables consignés dans les commerces et restaurants participants de la Ville en partenariat avec l'entreprise Beaupac. Cette initiative est entièrement financée par le Fonds pour la consommation responsable, issu des éco-contributions appliquées à certains produits à usage unique. Elle vise à réduire la production de contenants à usage unique et à encourager les pratiques durables chez les citoyens et les commerçants en leur offrant une option simple pour transporter les plats à emporter et les restes de table. 6 restaurants prévôtois participent déjà au programme: Amir, Ben et Florentine, les Moulins Lafayette, Sushi Shop, le Souki et Thai Express. La Ville de Prévost et l'entreprise Beaupac, qui offre déjà le service dans certains commerces du Québec, espèrent que plusieurs autres adhéreront au service. Le maire de la Ville, Paul Germain, mentionne que ce service de contenants réutilisables consignés est une étape importante dans la transition vers un mode de consommation plus durable et qu'il est convaincu que cette initiative, fruit d'une collaboration étroite entre la Ville, les commerçants et Beaupac, simplifiera la vie des citoyens qui veulent faire leur part dans la réduction des déchets des contenants alimentaires sans toujours savoir par où commencer. Dans le cadre de ce projet, la Ville de Prévost a bénéficié de l'expertise de Marie Bellemare, étudiante au doctorat à Polytechnique Montréal, dont la recherche-action participative a permis de déterminer les freins et motivations à l'implantation d'un système de consigne dans la municipalité. Des étapes simples permettent aux citoyens d'opter pour cette option lors de leur visite dans un commerce participant. Savourez votre repas dans un plat Beaupac réutilisable ou ramenez vos restes de repas à la maison. Pour déposer votre plat, rendez-vous à l'une des boîtes de retour situées dans les stationnements du IGA Extra Marché Piché ou du métro Plus Famille Thibault. Numérisez le code QR pour accéder à l'application Beaupac. Vous recevrez votre 2 $ de consigne par virement Interac en suivant les instructions sur la boîte. Prévost faisant déjà partie du trajet de distribution et de récupération des plats Beaupac, les contenants déposés dans les boîtes de retour sont ainsi récupérés par l'entreprise. Ils retournent ensuite à la station de nettoyage pour être redistribués dans les commerces. Les 15 et 16 novembre à Prévost, assistez à Écho du territoire, spectacle son et lumière. Vivez une projection architecturale immersive sur la façade de l'église Saint-François-Xavier. En une quinzaine de minutes, diffusée en boucle, cette œuvre artistique retrace quelques moments clés de l'histoire de Prévost, racontés à travers les voies symboliques de la rivière, du pont et des falaises. La narration puissante des Prévôtois Gleason Théberge et Hugo Monticone, combinée au montage de la réalisatrice Julie Corbeil, invite le public à plonger dans une nature à la fois fragile et en perpétuel mouvement. Une réflexion sensible sur le rapport à l'environnement et à l'avenir de la ville. L'événement se tiendra pour 2 soirs seulement. Le maire de Saint-Donat, Joey Deslauriers, tient à transmettre aux résidents des informations importantes en lien avec la découverte de titres miniers à Saint-Côme. Actuellement, toute possibilité d'obtenir une nouvelle concession minière ou titre minier, aussi appelé claim, a été retirée sur l'ensemble du territoire. Évidemment, les exploitations existantes, telles la mine de silice et les gravières actuellement présentes à Saint-Donat, ne sont pas visées par cette suspension. Le territoire de Saint-Donat, principalement dédié à la villégiature et à la pratique des activités de plein air, est totalement incompatible à l'activité minière. La municipalité poursuit cette démarche auprès du gouvernement pour que soit reconnue cette vision. Siégeant au conseil
siégeant au Comité national sur les mines de l'Union des municipalités du Québec, M. Deslauriers est bien au fait des avancées présentées à l'intérieur du projet de loi numéro 63, qui contient notamment des mesures visant à réduire la spéculation sur les claims et à assurer la professionnalisation des détenteurs. Il a insisté sur l'importance de soustraire les terres privées à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation minière. Une importante avancée a été obtenue à ce sujet. De plus, Saint-Donat s'est jointe aux municipalités de Notre-Dame-de-la-Merci et de Saint-Côme pour manifester sa volonté de s'opposer au projet de l'entreprise Nico Energy Inc. Il n'y a aucune acceptabilité sociale sur ce type de développement dans la région. Cela mettrait en danger la croissance des produits touristiques ainsi que la protection des plans d'eau et de l'environnement qui font la grande renommée de la région. Auteurs, écrivains, artistes de la plume habitant à Moore Knights, cette opportunité s'adresse à vous. La municipalité de Moore Knights organise le 29 novembre prochain en soirée un événement où elle souhaite mettre vos livres à l'honneur. Lors de cette rencontre des auteurs de Moore Knights, vous pourrez lire un extrait de votre œuvre, discuter avec d'autres auteurs locaux, rencontrer des lecteurs intéressés et faire la promotion de la vente de vos œuvres si vous le souhaitez. Cet événement sans frais se veut une découverte des talents locaux dans une ambiance feutrée où seront offerts un verre de vin et quelques bouchées. Si vous êtes un auteur de Moore Knights et que vous avez une ou des œuvres à faire découvrir à vos concitoyens, signifiez votre intérêt à la coordonnatrice de la bibliothèque municipale à l'adresse sandrine.gamache@mooreheights.com. La municipalité de Saint-Hippolyte est heureuse d'annoncer son nouveau portail citoyen. D'abord conçu pour bonifier l'expérience, les communications et la participation citoyenne, le portail citoyen centralise plusieurs services. Il permet en outre de simplifier les démarches administratives des Hippolytois en leur donnant accès à un large éventail de services en ligne tels que les alertes municipales, les demandes de permis, les signalements non urgents, l'inscription au loisir, les licences de chiens, les sondages, le partage de suggestions dans la boîte à idées et bien d'autres qui s'ajouteront au fil des mois à venir. En s'abonnant aux alertes municipales, les résidents pourraient être prévenus en cas d'événements majeurs, mais aussi pour recevoir des rappels par courriel concernant les collectes, les consultations publiques, les événements et les séances du conseil municipal. Les personnes qui étaient abonnées aux alertes municipales avant le 8 octobre dernier n'ont pas à s'abonner de nouveau, mais devront le faire si elles souhaitent ajouter d'autres types d'alertes à leur profil. Pour bénéficier de l'ensemble de ces services, il suffit de se créer un compte dans le portail citoyen à l'adresse citoyen.sainthippolyte.ca. La MRC de Laurentides a le plaisir d'annoncer la nomination de Sarah Gabrielle Ignatieff au poste de chargée de projet Plan Climat. D'ici à mars 2027, elle assurera l'élaboration du plan climat de la MRC des Laurentides et accompagnera les acteurs régionaux dans la structuration de projets et de stratégies visant l'adaptation et la lutte au changement climatique. Comme responsable de l'élaboration du plan climat, Sarah Gabrielle Ignatieff pilotera l'ensemble de ce projet d'envergure de concert avec la direction de la MRC. Diplômée d'une maîtrise en gestion de risques liés aux désastres et d'adaptation au changement climatique de l'Université de Lund en Suède et d'un baccalauréat en environnement et développement à l'Université McGill, Sarah Gabrielle est passionnée par les enjeux globaux de résilience climatique. Son parcours universitaire lui a permis de développer une solide compréhension des problématiques environnementales mondiales et de leur intersection avec divers enjeux sociaux. Elle détient toutes les qualités professionnelles et interpersonnelles requises pour mobiliser et accompagner les municipalités locales, les organismes, les entreprises et les ministères concernés dans leurs projets liés à la transition climatique et autour d'objectifs mesurables visant l'adaptation au changement climatique et à la réduction des gaz à effet de serre. Rappelons qu'en février 2024, la MRC de Laurentides a obtenu une aide financière de 1,25 million de dollars provenant du programme Accélérer la transition climatique locale visant l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan climat. Celui-ci regroupe les démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les démarches d'adaptation aux conséquences des changements climatiques ainsi que l'identification de mesures de soutien et à la transition climatique. Contrairement au plan d'adaptation au changement climatique, qui visait uniquement des actions de portée régionale, le plan climat de la MRC comprendrait des actions au niveau régional et local. Ainsi, un exercice de concertation avec les municipalités du territoire, les organismes partenaires et la population sera réalisé afin de concrétiser les actions impliquant ces partenaires et bonifier la portion adaptation du plan climat avec des actions de responsabilité locale. Consultez le site web de la MRC pour en connaître davantage sur les actions régionales en matière de changement climatique au mrclaurentide.qc.ca/changement climatique. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.